Je voulais qu'on parle des enjeux sociétaux liés aux IA, mais j'ai eu un problème. Raconte. Il y en a trop. Dans le domaine de la justice, de la défense, du recrutement, de la police, de l'emploi, de la géopolitique, de la propriété intellectuelle, de la confidentialité des données, de l'environnement, etc. Ah, comment on fait? Pour éviter un effet catalogue, je te propose qu'on se concentre juste sur l'écologie. Go! C'est très difficile d'avoir des estimations de l'impact écologique de l'IA, parce que les infrastructures servent parfois à plusieurs choses, que les entreprises ne sont pas très transparentes, qu'il y a facilement du greenwashing de leur part. Et donc, ce dont on va parler, ce sont vraiment des ordres de grandeur, à la louche. D'accord? Ce qui pollue le plus, ce sont les entraînements des modèles. Alors, pour GPT-3, on estime à quelques centaines de tonnes d'émissions carbone. Alors, ça ferait à peu près un aller-retour Paris-New York dans un avion de ligne rempli de 250 passagers. Pour les modèles suivants, probablement plus, peut-être d'un ordre de grandeur de plus, mais sans données publiques fiables. Et l'utilisation? Alors un ordre de grandeur facile à retenir, c'est que un prompt, c'est environ 1 gramme de CO2. Ça ne dépend pas de la taille de la question? Si, ça dépend aussi de la taille du contexte, du modèle que tu utilises, et puis ça dépend aussi du mix énergétique, du serveur sur lequel tu te connectes. Donc, je t'ai dit, vraiment, on va donner des nombres très grossiers. On n'aura pas mieux que des ordres de grandeur. Bon, donc 1 gramme pour une requête, ça représente quoi? Tu peux te dire que c'est quelques mètres en voiture thermique. À nouveau, c'est un ordre de grandeur. Tu peux aussi faire le calcul qu'avec 1 million de requêtes, tu atteins l'émission personnelle que tu aurais avec un vol transatlantique. C'est pas si énorme en fait. D'abord parce que je compare à l'aviation, qui est un des secteurs les plus polluants. Et ensuite, il faut bien voir que, c'est vrai, à l'échelle individuelle, c'est pas grand-chose. Mais collectivement, c'est pas rien. Rien que pour ChatGPT, et c'est un modèle parmi beaucoup d'autres, on estime qu'il y a de l'ordre d'1 milliard de requêtes par jour. Et ça va probablement augmenter, les LLM étant de plus en plus utilisés par les particuliers et par les entreprises. Et c'est pas réglementé? Il y a de gros enjeux de gouvernance autour de l'IA. Déjà, qui peut réglementer, qui contrôle? Alors, il y a une première tentative de régulation. L'Union européenne a adopté en juin 2024 l'EU AI Act, la première loi, on peut dire, de réglementation d'IA au monde. En gros, ce règlement, il classe les IA selon des risques inacceptables, hauts, limités ou minimaux. Et les systèmes d'IA qui font courir des risques inacceptables sont interdits. Alors, ce qu'on appelle inacceptable, c'est par exemple la manipulation cognitive ou la notation sociale. Et l'écologie, c'est classé dans quoi? Alors, c'est un classement pour les IA, vraiment pour les systèmes d'IA, pas pour les types de risques. Et justement, au sujet de l'écologie, selon Algorithm Watch, c'est un angle mort. Donc, la législation mondiale, c'est pas encore ça. Mais est-ce qu'on remplace quand même par des énergies renouvelables dans le secteur des IA? Dans certains États américains, c'est plutôt le contraire. Des centrales à charbon qui devaient fermer ont repoussé leur fermeture à cause de la demande des data centers IA. Ceci dit, la transition va se faire probablement, mais ça prend du temps. Les délais de connexion au réseau pour de l'énergie propre dépassent 2 ans. Ça, c'est une estimation. Donc, soit tu attends et tu freines le développement et le déploiement des IA, soit tu utilises des fossiles en attendant. Il y a un arbitrage à faire, et l'état du monde ne nous dit pas ce qu'il faut faire. Exactement. Efficacité technologique versus objectif climatique. Il faut décider ce qu'on privilégie, faire des choix, ce qui impliquerait d'écouter plusieurs points de vue. Pas juste les entreprises tech qui veulent innover, mais aussi les consommateurs qui payent la facture, les communautés locales près des data centers, les générations futures qui hériteront du climat. Et il faut aussi savoir hiérarchiser les risques. Tous les risques ne sont pas équivalents. Comment on fait ça? En général, on dit que la formule pour évaluer un risque, c'est probabilité que ça arrive fois gravité si ça arrive. Et alors j'ajouterai un critère, est-ce que c'est réversible ou pas? On verra quand on parlera des risques existentiels que c'est une question très importante. Tu peux donner un exemple? Prenons une centrale à charbon qui reste ouverte 10 ans de plus. Alors le risque, il est presque certain pour la santé publique et il est assez grave. Assez grave? Carrément grave. Le Monde relaie une étude de Climate Action Network selon laquelle en Europe, les centrales à charbon seraient responsables de 23 000 morts par an. Je garderai le très grave pour des risques existentiels. Donc on évalue les risques selon cette matrice probabilité, gravité, irréversibilité et pour gérer les risques ensuite. Dans un article publié dans l'AFIS, Agnès Buzyn présente 2 stratégies. Première option, réduire la probabilité que le risque arrive.
Par exemple, réguler l'IA pour qu'il n'y ait pas des explosions en termes d'émissions carbone. Et la deuxième option, tu la devines, hein, c'est de jouer sur la gravité en préparant l'issue, par exemple, hein, en mettant en place des systèmes pour peut-être, par exemple, absorber le carbone ou des choses comme ça. Agnès Buzyn évoque aussi une troisième option, en apprendre le plus possible sur le sujet pour mieux anticiper. Ok, on résume? Alors avant ça, je te propose un petit exercice. T'es d'accord? Bien sûr. Si je te dis, les pays qui investissent le plus dans l'IA ont la plus forte croissance économique, donc il faut investir massivement dans l'IA. Est-ce que tu vois les deux erreurs de cet argument? Oui, je crois. D'abord, corrélation n'est pas forcément causalité. Peut-être que ces pays ont une forte croissance pour d'autres raisons, mais éducation, institutions, ressources, et que l'IA suit, pas l'inverse. Ou peut-être que c'est circulaire, la croissance permet d'investir dans l'IA. Bien. Et ensuite, toujours la guillotine de Hume. Quand bien même l'investissement en IA causerait effectivement une forte croissance économique, on ne peut pas en déduire qu'il faut investir dans l'IA. C'est ça. Ce sont des arguments qui peuvent paraître convaincants. Les données montrent que X est corrélé à Y, donc faisons X. Ben non. Il faut d'abord s'assurer qu'il y a causalité et comprendre le mécanisme causal, puis avoir un débat politique sur ce qu'on veut. Ok, alors c'est moi qui résume. Pour les enjeux société liés à l'IA, il faut connaître les faits, ce qui n'est pas simple parce qu'on n'a pas forcément l'info, et qu'on peut avoir des observations contradictoires. Reconnaître qu'on est dans le domaine des valeurs et ne pas traverser la guillotine de Hume. Écouter plusieurs points de vue, analyser les risques en tenant compte de l'incertitude, se méfier des fausses causalités.